Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission du SAV dans laquelle nous allons débattre, parler avec passion et véhémence d'événements qui se sont produits ou qui ne se sont pas produits en fonction de là où notre cœur balance pendant la qualification et les essais libres du Grand Prix de Bahreïn 2019. Je suis Ben Lop, mais je ne suis pas tout seul pour parler de tous ces événements car je suis accompagné de Buchor, Bonsoir. de Marco Bonjour. et de Scani. Gasly est vraiment nul. Bonjour. Voilà, par exemple, ce genre d'événements qui ne se sont jamais produits. Messieurs, bonjour, comment ça va? Très bien. Très bien. Moi, ça va mieux que Gasly, je pense. J'en profite. Est-ce que chaque phrase de Scani sera une attaque personnelle? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Comment est-ce que vous avez trouvé cette belle qualification et est-ce qu'on a des raisons de célébrer le succès du Charles Leclerc qui roule sur l'opposition? Ah bah oui, moi je suis ultra content. Ah bah pareil, hein. Ça fait beaucoup de bien de voir des nouveautés. Ouais, je suis un peu déçu que vous n'ayez pas relevé mon jeu de mots du Charles Leclerc, mais bon, ça c'est encore autre chose. Puisque- Ouais, mais ça, on les Non, entend Mais plus, en hein. fait, sur l'échelle de l'humour, il était à peu près ce que Gasly est à l'échelle de la F1, quoi. C'était assez médiocre. Mais je suis content que tu m'aies tendu une perche pour que je puisse te remettre une, en fait. Mais en fait, il va simplement falloir que j'arrête de parler totalement pour que manifestement Non, tu même arrêtes pas. d'évoquer le Même sort pas. de ce pauvre Pierre. Alors du coup, cette qualification qui a commencé en trombe en Q1 avec l'élimination de ce cher Antonio Giovinazzi que Scani aime beaucoup grâce à la fin de son nom de famille, Tout à fait. je pense, absolument, de Nico Hülkenberg ainsi que de Lance Stroll, ce qui me fait très plaisir également. Et qu'est-ce que je vois là-bas au loin? Qu'est-ce que... Gasly, si je pense. Ah non. Non, Non. ce sont les deux Williams. Ah bah, off. Off. Oh, Imagine. Mais Stroll, Robert, lui, au moins, il a qu'une main, hein. Il a une Russell, excuse. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que vous pensez de cette de notre bottom 5 de notre séance de qualification? bah, pas de surprise. Pas de surprise? Stroll, le meilleur coéquipier de Perez. Hein. Faut pas Oui, oublier c'est ce que... qu'il Ouais, c'est ce qu'il a dit. Faut pas c'est ce oublier qu'il que a dit. Perez a eu quand même Jenson Button comme coéquipier. Non mais c'est Un champion du monde. c'est là où Pérez honnêtement il se ridiculise. Je pense que les journalistes qui ont repris qui ont récupéré cette remarque ont dû se retenir de rire. Mais c'est qu'après une seule course, il dit Stroll est le meilleur coéquipier que j'ai eu. Ah, quand il a eu un Hülkenberg et un Ocon en face, mais c'est du suçage de boule à ce niveau, quoi. Je crois que c'est même plus que ça. spécifiquement, il a même spécifiquement dit que Stroll était plus difficile à battre en rythme de course que Ocon. Spécifiquement, et je pense aussi, voilà, simplement, c'est un gros con, hein, Perez. Bah, de toute façon, c'est sûr que Pérez, Ocon ne pouvait pas aller plus vite, puisque quand il tournait plus vite, Pérez le mettait dans le mur, alors... Mais Perez a toujours fait ça, d'encenser son coéquipier pour finalement mieux lui marcher attirer dessus. les louanges sur lui-même, quoi. Forcément, quand tu dis que la personne que tu bats, c'est le meilleur que tu aies jamais eu, ça veut dire que tu t'auto-suces. Oui, Ouais, c'est sûr que si. il aurait dû attendre quelques courses pour que ce soit crédible et que ce soit pas aussi visible. Parce que là, les gens ont envie de lui rironner, quoi. T'es pas après une course que tu peux dire ça. Non, mais il est pas à son coup, il en est pas à son coup d'essai, Perez de ce côté-là. Tout le monde sait Ouais, depuis mais longtemps. Oui, mais il perd de sa... Il est devenu mauvais dans le jeu. Après, il y a plusieurs facteurs. Ocon, intrinsèquement, il fait une mauvaise saison la saison dernière. Lance Stroll, il a fait une bonne course de Melbourne. Et Perez, il est payé par Stroll. Enfin, il est payé Papa. par ses sponsors, mais Stroll fait rouler la voiture dans laquelle ses sponsors lui achètent une place. Bref, du coup, c'est de la communication un peu corporate.
quelque part, je dis pas que c'est vrai que Stroll c'est son meilleur équipier, j'en sais rien, mais il a fait une course à Melbourne qui était solide. Voilà, bon. Après, il faut voir les déclarations exactes aussi, hein, parce que des fois c'est un peu raccourci, etc. Mais bon. Et après, je suis d'accord avec Marco, il a tout le temps l'habitude d'être sympa en début de saison, et puis après de leur marcher sur la gueule royalement. Bah là, de il toute va façon, pas trop, il va pas le faire là, cette fois. Oui, Ouais. parce que Là, si tu dis, enfin, il lui colle 4 dixièmes en Q1 aujourd'hui, c'est sûr que s'il dit que Stroll est trop fort et qu'après il lui colle 4 dixièmes, ça, au moins dans sa tête, il a l'impression d'être Bah ouais, c'est un champion, quoi. la réincarnation de Jésus-Christ. Ah, mais c'est ça. Moi, tu baisses le niveau de l'IA de 5%, et puis t'es le champion du monde, quoi. C'est ça. Est-ce que vous avez envie de parler des Williams ou est-ce qu'on pleure simplement un peu? non, je pense qu'on va éviter de tirer sur ambulance et t'en passer à un autre Bah, sujet. en fait, j'ai bien aimé. Moi, je l'avais pas vu tout seul. Alors, je sais pas si c'est la situation réelle ou pas. En tout cas, l'explication semblait crédible. Sur Canal+, ils nous ont dit que les pilotes, enfin que Claire Williams avait dit que les pilotes avaient le droit d'attaquer sur les vibreurs, etc., etc. Mais en fait, la voiture faisait jamais d'étincelles, quoi, parce qu'en fait, elle touche pas le sol. Et ils l'ont relevé, etc. Et bon, enfin, moi, ça m'a vraiment attristé encore plus sur cette écurie que sur Kubica, que j'aime bien par ailleurs. Enfin, c'est vraiment triste, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment triste. Donc ouais, je te rejoins sur On pleure, quoi. On pleure, il y a Patrick Head qui revient. Ça, c'est cool. C'est Ouais. un pas dans la bonne direction, je pense. Le deuxième pas, ce serait de virer Claire Williams. Est-ce que c'est pas un signe de désespoir que d'essayer de faire revenir les icônes du passé? C'est exactement ça. C'est que, enfin, la crise enfin, c'est ce que j'ai dit ça sur Twitter hier. La crise de confiance chez Williams, ça doit être quelque chose d'horrible en ce moment. Enfin, c'est la révolte des gilets jaunes. Elle est presque là, quoi. Il suffit qu'ils augmentent d'1 centime le prix du café, ça explose, quoi. Non, mais t'as Padillo qui est dégagé. On te fait revenir un ancien parce que personne ne sait quoi faire là-dedans. Après, Patrick Head, il a pour lui qu'il va se foutre tout le monde à dos et il va déglinguer tout le monde. Et Claire Williams, parce que moi je serais pas aussi affirmatif sur le fait qu'elle est nulle. Claire Williams, si elle doit en prendre plein la gueule, elle en prendra plein la gueule aussi. Mais Padillo, d'ailleurs, je ferais définir qui est il. Ils l'ont dégagé, mais ils peuvent pas vraiment le dégager parce qu'il est actionnaire. Enfin, c'est des situations qui sont compliquées encore. Hein. Et de la même façon, beaucoup de gens, effectivement, évoquent le départ éventuel de Claire Williams, mais il faut pas non plus oublier que Franck est toujours dans la baraque aussi, et que officiellement, c'est encore lui qui mène la barque. Et je me demande à quel point il n'y a pas des espèces de luttes intestines dans l'équipe qui font que tout fout le camp comme ça, comme on le voit là. Parce que Claire Williams, elle est que deputy. Oui, elle est pas si level. Hein. C'est peut-être pour ça que Patrick Head est peut-être la bonne personne. En tant que cofondateur et actionnaire de Williams, il peut engueuler qui veut, quoi. Je pense, il est le seul à pouvoir. Avec Patrick Head. Et il est le seul à pouvoir dire à Frank Williams, écoute, arrête, tu fais de la merde. Je pense. Mais il y avait aussi l'interview de. George Russell a déjà l'air complètement anéanti en interview, je trouve. Il a l'air d'en avoir déjà marre. Et Kubica, il en a rien à foutre. Il y va, il balance dans les interviews et il est là, ouais, de toute façon, on n'a pas de pièces de rechange, donc on peut pas attaquer de toute façon. La voiture, elle est scotchée pour tenir. On a le même plancher que à Melbourne et aux essais de pré-saison. Il a juste été rafistolé pour fonctionner. Donc, oui, en tout cas, le paysage de chez Williams est assez sombre actuellement. Après, Russell, il peut pas vraiment dire ça, quoi. Kubica, il s'en fout, il a payé sa saison, il va la faire, quoi. Mais Russell, il peut pas dire ça. Voilà. Non, c'est sûr. Enfin, espérons pour eux qu'avec Patrick Head à la tête de l'équipe, tout aille mieux. Wow. Lol. Merci. Après, il est annoncé comme consultant, etc. On sait pas vraiment quelles sont ses prérogatives. Hein. Ouais, c'est vrai. Donner des coups de pied au cul. Hülkenberg éliminé aussi en Q1. Ça fait mal. Ah, la comparaison fait mal. Hein.
Ouais, ils ont échangé leur voiture, faut croire, avec Ricardo, manifestement. Bon, après, il y a que Renault, il y a que 2 dixièmes d'écart entre Ricardo et Hülkenberg, hein, mais le problème, c'est que c'est surtout, j'imaginais les Renault un peu plus performantes. oui, ils sont un peu nulle part. Hein. Bah, Oui, on voit à moteur égal, la McLaren est bien devant. Donc encore une fois, un châssis de merde, ça avance pas. ça n'avance pas. Faut quand même se souvenir que c'est une équipe, Renault, dans laquelle il y avait des luttes de pouvoir assez importantes quand ils sont revenus, que Frédéric Vasseur faisait partie du projet initialement, Qu'ils ont envoyé chier. avant. Exactement, il a fini par se casser. Je me demande si c'est une équipe qui est vraiment aussi fonctionnelle qu'elle prétend l'être, en réalité. Ça fait quand même quelques années que beaucoup de gens remettent en doute la capacité de Cyril Abitboul. Et je n'inclus pas Christian Horner dans cette liste. Voilà. Abiteboul, il a quand même pas un palmarès de ma boule. Hein, ça rime d'ailleurs. Dans l'ensemble, je veux dire, il s'est retrouvé patron de Caterham à l'époque, Ouais. ce qui n'est pas un indicateur de quoi que ce soit. Et puis c'est à peu près tout son historique en réalité. Donc je sais pas. Après, je connais pas le gars personnellement. Hein, c'est juste qu'effectivement, ils ont pas en tout cas ils ont pas quelqu'un de particulièrement expérimenté à la tête du navire. Moi, si j'étais Renault... Ah pardon, vas-y. Non, vas-y, t'allais commencer. J'ai dire, moi, si j'étais Renault, honnêtement, je remplacerais Abiteboul par un directeur d'écurie qui connaît bien la maison Enstone, qui est disponible en ce moment et qui s'appelle Éric Boulier. Et oui, Éric Boulier qui pourrait faire des savants calculs pour. Excusez-moi, faut que j'arrête les jeux de mots pour lingue. Sur les noms de tout le monde, là, c'est une catastrophe. Non, mais faut pas oublier quand même que Éric Boulier, il s'est fait débaucher par McLaren parce qu'il avait fait du très bon boulot chez Renault. Lotus, ouais. Mais quand on voit qu'un mec comme Vasseur quitte Renault pour des divergences de vision à plus long terme de l'évolution de l'écurie, ça veut quand même dire beaucoup de choses, quoi. Effectivement, il doit y avoir quelque chose qui cloche quelque part. Et on sent déjà que Ricciardo, il se dit merde, qu'est-ce que je suis venu foutre là-dedans, quoi. Là, je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Buchor, par rapport à l'écart qui existe entre Ricciardo et Hülkenberg, qui est effectivement de 2 dixièmes. Je trouve les deux séances de Q1 qu'on a eues jusque-là cette année particulièrement aléatoires et un peu hasardeuses. Et tout est extrêmement regroupé. Je sais pas si vous avez fait avez fait le même constat en les voyant. Mais même l'écart historique entre les 3 équipes de tête et le reste est beaucoup moins vrai. Alors peut-être parce que Red Bull est en train de rejoindre la Formule 1.5. Ça reste à déterminer. Enfin, une des 2 Red Bull. Merci Scali, je m'y attends un petit peu. Mais c'est vrai que voilà, comme on a vu à Melbourne et c'était encore vrai à Bahreïn, une micro-erreur, une approximation ou que ce soit, ou alors tu te fais un peu bloquer sur ton tour et tu te retrouves éliminé en Q1, mais hyper rapidement et hyper facilement. C'est vrai que les écarts sont extrêmement faibles. Mais c'est ça va être plus. Si la saison est comme ça pendant longtemps, ça va être intéressant. Et ça va être le chaos complet sur les tout petits circuits type Monaco, Österreichring, Monaco. Là, ça va être un carnage. Hein. Tu pourrais facilement avoir des grosses équipes qui se fassent baiser, quoi. Et alors c'est peut-être juste une impression parce que c'est pas basé sur grand chose pour l'instant. L'échantillon est pas énorme, on a 2 séances de qualif, mais j'ai l'impression aussi que la nouvelle réglementation et la baisse de température des chauffe-pneus, j'allais dire, mais ça a sûrement un autre nom qui m'échappe à l'instant. Oui, les couvertures chauffantes, par exemple, au hasard. Merci. Oui, voilà, c'est des noms appropriés. Voilà, on s'en fout un peu de toute façon. On n'est pas des spécialistes de la F1 non plus. Hein. On l'a quand même viré du nom du podcast, je vous rappelle. Ouais, exactement.
Du coup, non, j'ai l'impression que la baisse de température des couvertures chauffantes joue aussi un rôle dans les tours de préparation. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de trafic que les pilotes rencontrent sur les tours rapides et que les tours de préparation sont plus longs et plus difficiles. Je pense que les tours de préparation sont beaucoup plus importants. Je pense qu'ils doivent être faits sur un tempo qui est beaucoup plus particulier ou qui est beaucoup plus standardisé au sens où on définit exactement ce qu'on doit faire dans ce tour-là. Et je pense que c'est ça qui rend effectivement ces tours de sortie très délicats, et surtout délicats pour les mecs qui sont sortis un peu avant et qui se retrouvent effectivement coincés. Et ça a eu un impact important sur toute la qualification de Vettel, mais ça, on va y revenir quand on traitera le haut du tableau. En Q2, messieurs, nous avons eu le déplaisir de voir éliminer Daniel Ricciardo, Alexander Albon, qui fait une bonne performance encore. Ensuite, en 13e position, il y a un pilote, mais j'arrive pas à lire son nom. En 14e... Oui, non, mais après, c'est normal, tu peux pas le citer. Parce que t'as dit l'immense déplaisir. Or là, c'était pas un déplaisir. Du coup, c'est pour ça. On parlera du plaisir qu'on a eu de voir Gasly après. Comme ça, instantanément, on a pu prendre notre téléphone, faire @Benlop et dire ha ha. Voilà. Et Daniel Kiat qui est éliminé en 15e position. Bon, bah, du coup, Gasly out en Q2, sans briller. Ils ont passé, enfin, je sais que Gasly et Verstappen ont passé le week-end, en tout cas au moins le début du week-end, à tester des setups différents. Verstappen avec plus d'ailes et Gasly avec moins d'ailes. Je ne sais pas s'ils sont revenus là-dessus pour la qualification, s'ils ont changé quelque chose, si quoi que ce soit. En tout cas, 13e, c'est pas bien. Il se plaignait beaucoup de la motricité. Alors, d'où vient le problème? Est-ce que c'est le châssis? Est-ce que c'est le moteur? Bon, il critique toujours pas Honda, mais ça va finir par arriver. Et puis, ouais, ouais, je pense pas que ce soit le Honda. Non, je pense pas que ce soit le Honda. Bah, sinon, si c'est un problème de motricité, le moteur, c'est-à-dire qu'il est trop puissant. Et tu dis jamais de ton moteur qu'il est trop puissant. Pas forcément, hein, ça dépend comment il délivre sa puissance, justement. Ah, la drivability, tu veux dire? Exactement, voilà, mais... exactement, ouais. Renault avait eu ce problème il y a quelques années. Et puis le pauvre Gasly, je trouve qu'il n'est pas aidé parce que il a beaucoup testé les pneus médiums et très peu finalement les pneus tendres, et peut-être que ça lui a joué, ça a joué en sa défaveur et que ça a augmenté un peu l'écart qu'il y a eu avec Verstappen, mais... D'accord, donc Marco est payé par Benlop pour dire du bien de Gasly. Très non, bien. moi je pense que Gasly, c'est entre ses deux oreilles le problème, qu'il a tout à fait le talent, mais que c'est difficile. C'est très très difficile. Son cerveau. C'est vraiment difficile sa situation. Red Bull, c'est quand même difficile. Hein. Ah bah ils ont pas attendu pour lui en foutre plein la gueule. Hein. Cela dit, voilà, je chambre Gasly parce que c'est surtout pour chambrer le copain Benlop. Mais cela dit, il a vraiment une position de merde chez Red Bull. Hein. Ils lui en ont tarté plein la gueule dès la sortie des essais. Bon. C'est un peu compliqué. Gasly, c'est un gars qui globalement a besoin d'être un peu sous pression pour réussir. Red Bull, ils l'ont globalement toujours traité comme ça. Même quand ils l'ont envoyé au Japon pour aller faire ses classes en Super Formula, je peux te jurer qu'il n'était pas jouasse et que globalement... ça le faisait bien flipper d'aller partir dans un pays où tu peux même pas lire les panneaux indicateurs, si tu veux. Pour prendre tes repères, c'est pas évident, mais il a quand même tiré sur les épingles du jeu. S'il fait comme dans toutes les autres catégories dans lesquelles il est arrivé, il prend en général un peu de temps pour s'habituer, s'accoutumer, comprendre les choses, et après il est rapide. Je suis juste extrêmement déçu de voir une performance aussi pauvre à Bahreïn, qui est quand même un de ces circuits sur lesquels il a globalement toujours eu de la réussite. C'est surtout ça que je trouve décevant dans l'ensemble. Mais je pense qu'on reviendra un peu sur la situation de Red Bull quand on parlera de Verstappen, parce que globalement, c'est une voiture qui m'a vraiment pas l'air solide en termes de performance. Je suis assez inquiet sur l'état de Red Bull cette année.
Mais par rapport à Melbourne, là c'est possible de doubler, donc on verra ce qu'il va être capable de faire, et puis on verra ce que le Honda vaut aussi, parce que le moteur a beaucoup Puis d'importance. et puis on va voir la Haas aussi, hein. Mm. Parce que Verstappen, il était quand même pas loin de Magnussen. Enfin, Magnussen était quand même pas loin de Verstappen, donc Ouais. attention. Une honorable mention pour Alex Albon. Ah oui. Un gars hyper talentueux, mais un peu dans l'ombre parce qu'il a jamais, enfin, il a jamais eu les moyens d'avoir une carrière éclatante globalement, mais c'est un gars avec un talent absolument dingue, Albon, et qui a en plus l'air absolument adorable en interview. Il a l'air- Il a l'air, ouais. le mec, il a l'air tellement content d'être là, quoi, globalement, et il découvre complètement le monde et c'est très rigolo. Mais voilà, il est extrêmement rapide et bah là, voilà, il qualifie devant une des Red Bull, ce qui n'est quand même pas rien. Oui, et puis il a mis un peu la misère à Kvyat tout le week-end. Hein. Ouais, mais ça, enfin, je vais être un peu sévère avec Kiat, mais je pense que ça n'étonnera pas tous ceux qui ont suivi la carrière junior d'Albon, parce que, enfin, je veux dire, il est clairement une classe au-dessus de Kiat très 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 facilement, Albon. Ah, mais je dis pas le contraire, je dis juste que du coup, Kvyat est quand même un bon indicateur de bonne référence, parce qu'on sait que malgré le fait qu'il se soit fait traiter comme de la merde par Red Bull, on sait que ça reste un pilote performant. Et bon, après, c'est sûr que c'est la dernière fois qu'il était en F1, forcément, Red Bull l'a pas aidé à faire de belles performances, donc bon, j'excuserai cette partie-là, mais il a très bien marché sa première année en F1, puis qu'il est arrivé. Ça nous avait pas été étonné qu'il ait été promu chez Red Bull suite au départ de Vettel. Donc non, ça, pour moi, ça reste une bonne référence. Et de voir Albon aussi bien performer face à Kvyat, je découvre un pilote qui a l'air effectivement extrêmement talentueux. Ouais, c'est Albon, je pense qu'il fera des grandes choses à l'avenir. Kiat, faut quand même se souvenir que la seule raison pour laquelle il est là, c'est que Dan Ticktum est un gros con. Donc voilà, c'est un peu la seule raison pour laquelle il est là. Pourquoi? Pour Ricard, Macao? hein pour l'ensemble de son œuvre, Ticktum. Ouais, ouais. Ah, Et c'est quand même pas tous les pilotes qui s'amusent à aller speeder derrière une safety car pour aller rentrer dans le gars qui pense être coupable ou responsable de ces déboires. C'est quand même un gars qui pète des câbles, Tictum, plus que de raison. Donc, Ricciardo 11e, pas grand chose à dire, on a déjà parlé de... enfin, excuse, mais t'es sûr que tu confonds pas avec le pilote de réserve As? Avec Non, Santino Ferrucci. Tictum, Ouais. Santino Ferrucci, je le déteste aussi, et c'est un sacré connard aussi. En plus, c'est un supporter de Trump, c'est pour dire si je peux pas le blairer. Mais non, Tictum, c'est bien Tictum qui a été... je crois que c'était en F4. Il a eu quelques mois de suspension. Ah, des mois de suspension. Ouais. Ah, des mois de suspension, et puis c'est pour ça qu'il avait pas ses points de super licence, parce qu'il a pas pu piloter pendant quelques mois, voire peut-être une année, je sais plus. Enfin bon, il avait pris une grosse suspension. Mais cela dit, Scani, t'as raison. Hein, je veux dire, au championnat des sacs à merde, Ferrucci est quand même bien placé aussi. Tout à fait. Il est en général en pole position ou au moins sur la première ligne. Il faut qu'on l'invite d'urgence au Steam SAV, c'est le championship. Qu'on relance d'ailleurs, qu'on relancera en mi-avril. À mon retour, j'espère absolument. Ah, j'espère. Tout à fait. Parlons du reste de la qualification, des 10 premiers. Dans l'ordre, ce cher Charles Leclerc, qui a donc terminé en pole position et en dépassant le record. Absolument. Et qui a en plus donc cassé le record le record du tour de la piste. Putain, je n'arrive pas à parler, c'est une catastrophe, excusez-moi pour ça. Qu'est-ce que t'as fait hier soir? Non, rien du tout. Et il est donc suivi par son coéquipier Sebastian Vettel, l'Allemand avec la très belle moustache de Nigel Mansell qu'il a dérobé. Il est suivi par Lewis Hamilton, puis par Valtteri Bottas, ensuite Max Verstappen, Kevin Magnussen, Carlos Sainz. Un instant pour que Scani ait le temps d'en seulement raisonner. Romain Grosjean en 8e. Non, bah, ouais, mais il a pris 3 places. C'est vrai qu'il a pris 3 places à cause de son blocage sur oui. Lando Norris. Ouais. Ah, il a clairement gêné. Hein. Oui. Ouais, même, enfin, ça aurait pu mal se finir. Hein, oui, j'ai eu peur qu'il se percute. Hein.
Lando, il était lancé de chez lancé. Et au moment où il doit freiner il doit commencer son frein pour rentrer dans le virage, une énorme voiture. Et c'est Romain Grosjean, comme d'habitude. Non, arrêtons d'être sévère avec Romain Grosjean. Nous l'aimons tous. N'est-ce pas, Scanny? Mais oui, tout à fait. Je l'aime comme son écrou de roue avant droit. Gauche, avant gauche. Eh, je me demandais un truc tout à l'heure. Est-ce que Charles Leclerc, il détrône pas Jacques Villeneuve? Pourquoi hein? Pour la pole du plus jeune. Non, pour le dernier que Jacques Villeneuve, c'était le dernier francophone en pole position. Attends, c'est spécifique. Ah, peut-être. C'est possible. Est-ce que ça te fait, Scani? Après, le problème, Eh c'est du qu'il coup, y a l'équation du Rosberg coup, dedans. ouais, il y a Rosberg. Mais du coup, Ouais. enfin, si on dit d'un pays membre de la francophonie, alors les pilotes maliens, il y en a pas beaucoup. Les pilotes ivoiriens. Il doit Bon, pas conduire. il y a Gasly ivoirien, mais bon, c'est pas pareil. C'est parce qu'il est trop loin des autres. Entre les Williams et la Formule 1, donc du coup. Non, Gasly, il voit pas les feux de départ, c'est ça le. Ah bah, il les verra pas non plus demain. Non. Il n'a qu'à se rapprocher. C'est peut-être un bon truc là que tu dis, Marco. Oui, effectivement, je pense que tu as raison. Bah, du coup, je suis content que Jacques Villeneuve soit effacé d'un record, si on peut dire ça comme ça. Alors, cela dit, est-ce qu'on doit considérer Jacques Villeneuve comme étant de la francophonie, parce qu'il est quand même québécois, il dit des trucs genre aller au puits, il parle de McLaren tout le temps. Bah, c'est du français québécois, mais c'est du français. Ben, je sais pas, je doute. Je pense qu'on doit avoir un débat. En tout cas, donc Ferrari. Ouais, vas-y. Juste pour l'anecdote, c'est-à-dire que dans sa première tentative en Q3, Charles Leclerc a égalé au millième de seconde près le temps de Vettel, de la pole de Vettel l'année dernière, qu'il a amélioré, et que c'est le 99e pilote à faire une pole position en Formule 1 lors du 999e Grand Prix de la Formule 1. C'est très joli. La classe. Je fais mon Laurent Dupin. Ça veut dire que Hamilton a été 8,4% en pole position des Grands Prix de l'histoire de la Formule 1, ce qui est ahurissant. Grosse perf de Charles Leclerc, du coup. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir son tour. Oui. Mais tout le week-end, de toute façon, il est très très fort. C'est le retour en forme aussi de Ferrari, qu'on pensait perdu après Melbourne, mais qui a bien retrouvé son chemin. Il y a énormément d'explications techniques qui ont été évoquées, moteur, setup. Je sais pas à laquelle vous croyez le plus. Moi, celle que je crois le plus, c'est les boss. Ouais. Parce que en fait, tout le reste, j'y crois pas. Qu'en 15 jours, ils aient été capables soit d'apporter des nouvelles pièces, soit c'est un mal profond, faut des nouvelles pièces, on les fait en 15 jours. J'y crois pas, parce que sinon Renault arriverait à être 18ème à la régulière. Mais du coup, pour moi, c'est les boss. En fait, c'est la seule explication que je crois. Je sais pas s'ils la donnent, mais en tout cas, c'est la seule qui me semble plausible. Bah, c'est un peu ce qu'ils disaient eux-mêmes. Enfin, moi, j'avais un peu repéré des comportements curieux au niveau du moteur. J'avais pas été le seul d'ailleurs. Hein. Je suis pas particulièrement motoriste, mais on avait pu voir aussi des comportements curieux au niveau du moteur qui sont pas reproduits ici à Bahreïn. Il n'y a pas eu de D-rate, comme ils disent, de perte de puissance à la fin des lignes droites, comme on a pu le voir à Melbourne aussi. Donc ça va quand même beaucoup mieux pour Ferrari, effectivement, ce week-end. Petit fait notable aussi, c'est les deux McLaren en Q3. Ouais, ça faisait longtemps. Oui, ça fait plaisir. Alonso doit être dégoûté. Ça fait mal aux oreilles, ça. Un peu. Ça passe. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Les McLaren sont de retour. Et par contre, qui doit être dégoûté, j'ai pas compris. Alonso. Ah oui. Bah non, mais il était dans le garage, c'est grâce à lui si c'est arrivé. Ah, j'avais pas pensé à ça. C'est Alonso qui doit être effectivement un peu en PLS. Hein. Peut-être qu'il va finir par se rendre compte que c'est lui le problème finalement. Bah ouais. On n'a pas parlé des essais libres, ça tombe bien vu qu'il s'est pas passé grand-chose. Oui. Non, il s'est rien passé dans les essais libres. Bon, on les a évoqués pour expliquer un peu ce qui s'est passé dans la qualif. Tu peux conclure, hein. Je peux conclure, effectivement. Ouais, mais il sait pas faire ça, Benlop. Non. Oh mon dieu, quel acheron. Ah.
Bon, ben, Allez, sur salut. ce, C'est salut. avec ce son de buzzer que nous vous disons bisous et à la prochaine sur toutes vos applications de podcast préférées. Bisous.